Et salut toi, j'espère que tu vas au top du top aujourd'hui. Moi c'est Charlie, aka Coucou Charlie pour musique, et je viens te parler tous les jeudis à 19h d'albums et de hits que je trouve absolument cultissimes, car ils ont bouleversé mon petit cœur de mélomane, ou de petit fragile, tout dépend de l'épisode. Et aujourd'hui, pour faire suite à mon épisode de la semaine dernière sur la naissance du rock, ça me tenait à cœur qu'on fasse ensemble aujourd'hui un de mes vieux disques rock préférés de tous les temps. Et si t'as cliqué sur ma vidéo, c'est que toi aussi tu l'aimes d'amour ce disque. « 1969. Fin de décennie, fin d'une illusion. Le flower power commence à faner, le Vietnam est toujours là, le fiasco d'Altamont arrive et le rock, lui, arrête de sourire. Les Stones, à ce moment-là, ils sont au sommet, mais aussi au bord du gouffre. Drogue, procès, tensions internes, changement de line-up, mort pas très loin, violence partout autour. Bref, pas vraiment l'ambiance d'un pique-nique champêtre quoi. Let It Bleed, c'est pas un album feel good, c'est un disque qui regarde le chaos droit dans les yeux et qui dit ok, on y va quand même. C'est sale, c'est bluesy, c'est dangereux, t'as des morceaux qui te font taper du pied et juste après t'en as qui te mettent profondément mal à l'aise. Et c'est exactement pour ça qu'il est aussi puissant, parce qu'il ne triche pas, il laisse couler le sang, la peur, le désir, la violence, la foi aussi parfois. Tout y passe. Et surtout, c'est un album charnière, celui où les Stones enterrent définitivement leur image de gentils bad boys pour devenir un groupe mythique, sombre, adulte, terriblement charismatique. Un disque qui influence tout ce qui va suivre dans le rock, du hard au punk, du blues crasseux aux grandes fresques désenchantées. Allez, on y va pour Let It Bleed, qui n'est pas juste un album des Stones, mais plutôt un constat. Et bordel, ça fait mal. Someone we could lean on. And if you want to, you can lean on me. Well, we all need someone we could lean on. And if you want to. Bon, avant de se faire aspirer par le chaos de l'album, faut qu'on pose le décor. Parce que Let It Bleed, c'est pas juste une collection de morceaux bien crades en fait. C'est le résultat d'un groupe en plein bordel, à un moment ultra précis de l'histoire du rock et du monde. En 69, les Rolling Stones sont déjà plus juste les rivaux des Beatles. Ça, c'est fini. Les Beatles ont déjà commencé à exploser avec leur White Album l'année d'avant et leur séparation commence à pointer le bout de son nez, même si elle n'arrive qu'un tout petit peu après. Et les Stones deviennent malgré eux le plus grand groupe du monde. Du moins, ils le déclarent quoi. Et moi, je suis plutôt ok, hein. Mais attention, succès immense, différent de la tranquillité, hein. Bien au contraire. À cette époque, les Stones, c'est un groupe sous pression permanente. Déjà, il y a Brian Jones, membre fondateur, multi-instrumentiste génial, mais totalement largué. Drogue, parano, absence répétée. Le mec n'est plus vraiment là, ni musicalement, ni humainement. Et en plus de ça, le duo Keith et Mick est ultra à l'aise pour la compo, ainsi que leur rôle de moteur du groupe, quoi. Déjà, Anita Pallenberg, sa copine du moment, tombe amoureuse de Keith et va avec lui. Donc là, déjà, ça devient trop difficile à gérer pour lui, avec en plus ses abus de drogue, plus alcool, ainsi que ses problèmes judiciaires, quoi. Bref, Brian est écarté du groupe en juin 69 et laisse sa place à Mick Taylor. Et un mois plus tard, il est retrouvé mort dans sa piscine, quoi. 27 ans, ambiance, bienvenue au club. Et pendant que ça se passe, le reste du groupe n'est pas beaucoup plus serein non plus, hein. Mick Jagger devient une figure publique énorme. Il est surveillé, critiqué, attaqué. Keith Richards est déjà profondément plongé dans l'héroïne, avec une créativité folle, mais une autodestruction bien entamée. Charlie Watts, lui, tient à la baraque tant bien que mal. Classe, droit, stoïque, pendant que tout brûle autour, quoi. Et Bill Wyman regarde ça avec un demi-sourire inquiet. Let It Bleed est donc enregistré dans un contexte ultra fragmenté. Les sessions sont étalées, parfois chaotiques. Brian Jones apparaît à
peine sur l'album, et quand il est là, c'est presque comme un fantôme. Et en parallèle, Mick Taylor, le jeune guitariste surdoué là, apporte une musicalité plus fluide, plus blues, plus élégante. Un passage de relais discret, mais fondamental pour le son Rolling Stones. Et puis il y a le contexte extérieur. 69, c'est l'année où les idéaux des 60s se fissurent. Le rêve hippie se craquelle. Woodstock d'un côté, le fiasco de l'Altamont de l'autre. D'ailleurs, dis-moi toi en commentaire si t'aimerais bien qu'on se fasse des petits épisodes sur les festivals. Je serais trop chaud quoi. Bref, amour libre, ouais, mais aussi violence, manipulation, désillusion. Et les Stones, contrairement à d'autres groupes, ne cherchent pas à enjoliver tout ça. Ils absorbent tout. Ils prennent la noirceur du monde et la recrachent en musique. Let It Bleed, c'est donc un album né dans la perte, la peur, la colère et le doute. Un disque où les Stones regardent la fin d'une époque droit dans les yeux et disent « Ok, c'est moche, mais on va en faire quelque chose de beau, ou au moins de vrai ». Et c'est peut-être ça leur plus grande force à ce moment-là. Ne jamais mentir, ni à leur public, ni à eux-mêmes. Et résultat, un album qui marque un point de bascule. Les Rolling Stones ne sont plus juste un groupe de rock'n'roll provoquant. Ils deviennent les chroniqueurs sombres de leur temps. Et Let It Bleed, c'est leur premier grand cri lucide face au chaos. Alors maintenant, parlons de comment Let It Bleed a été fabriqué. Et spoiler sans spoiler, car tu l'as bien compris, c'est pas un album enregistré tranquillou bilou, tous ensemble, souriant autour d'un café bio. Non. C'est un disque fait par morceaux, par tension, par absence. L'enregistrement de Let It Bleed, c'est un grosso modo entre 68 et 69, principalement à Londres et à Los Angeles. Mais les Stones ne fonctionnent plus comme une bande soudée, mais comme une machine qui avance coûte que coûte. Brian Jones, par exemple, est quasiment hors jeu dès le départ, comme je te disais. Quand il est présent, déjà, c'est sporadique. Il participe à quelques sessions, pose des touches ici et là avec des percussions, des slides, mais il n'est plus moteur créatif quoi. Il flotte, il hante, plus qu'il ne joue. Résultat, Let It Bleed est en grande partie un album sans Brian, même s'il est encore officiellement membre du groupe pendant une bonne partie de l'enregistrement. Sa trace sur cet album ne se résumera au final qu'à une auto-harp sur You Got the Silver et quelques percus sur Midnight Rambler. Et à l'inverse, t'as le duo Jagger-Richards qui prend totalement le contrôle. Keith, malgré ou à cause de sa consommation massive de drogue, est dans une période d'inspiration complètement folle. Les riffs sont ultra simples, ultra sales et ultra efficaces. Mick, lui, affine son écriture, plus cynique, plus crue, plus consciente du monde qui l'entoure. Les chansons deviennent des commentaires sociaux déguisés en blues rock poisseux. Et ça, bordel que j'adore quoi. Côté son, les Stones font un choix clair, retour aux racines. Après les expérimentations psychées de vers Satanic Majesty's Request, ici pas de fioritures inutiles. Du blues, du folk, du gospel et parfois du country. Bref, du rock quoi. Des prises souvent très live avec une volonté de garder l'imperfection, la rugosité, le grain. Let It Bleed, ça doit sonner vrai, même quand ça fait mal. Et il faut parler du producteur, Jimmy Miller. Lui, c'est un élément clé. Il pousse le groupe à jouer plus serré, plus organique. Il apporte une cohérence à un album qui, sur le papier, aurait pu partir dans tous les sens. Sans lui, Let It Bleed aurait peut-être été un grand chaos. Avec lui, c'est un chaos, mais maîtrisé. L'arrivée de Mick Taylor change aussi gravement la donne. Même s'il n'est pas encore pleinement installé, sa manière de jouer apporte une élégance nouvelle, plus fluide, plus bluesy, qui contraste avec le jeu plus rappeux de Keith. On sent déjà poindre cette dualité guitare rythmique, guitare lead, qui va devenir essentielle dans les années 70. En résumé, Let It Bleed est un album enregistré dans la fracture, mais pensé comme un tout. Un disque fait de morceaux captés à des moments différents, dans des états d'esprit différents, mais unifiés par une vision. Montrer le monde tel qu'il est, sans maquillage. Et musicalement, ça donne un son chaud, terrien, presque sale, qui colle parfaitement à ce qu'ils ont à dire. C'est pas un album poli, c'est un album saigné, transpiré, arraché.
C'est magnifique quoi. Allez hop, c'est parti pour les 3 titres de cet album qui me mettent de ouf en transe à la limite de l'incantation. Mais avant ça, abonne-toi. Alors là, Gimme Shelter, c'est pas juste une intro d'album, c'est une prophétie, une menace qui arrive, un nuage noir qui se forme lentement au-dessus de ta tête et qui te dit clairement ça va mal se passer. Dès les premières secondes, ce riff de kiff te met mal à l'aise. Cette guitare tremblante, presque fantomatique, avec ce vibrato chelou là, regarde. On dirait que la musique hésite entre avancer ou s'effondrer. Et c'est exactement ça le propos, un monde qui tangue. Gimme Shelter, c'est une chanson sur la peur de la guerre, la peur du chaos, la peur de perdre pied. On est en 69, Vietnam, violence policière, assassinat politique, fin du rêve hippie. Et les Stones captent cette angoisse collective comme personne. Quand Mick chante « What children is just a shot away », c'est pas juste une image poétique, c'est un constat brut, froid. Et puis il y a la claque monumentale du morceau, la voix de Mary Clayton. Elle débarque comme un ouragan. Elle ne chante pas, elle hurle la vérité. Quand elle lâche Rape, Murder, avec cette montée en puissance complètement dingue, c'est glaçant quoi. Tu sens que le morceau est en train de sortir du contrôle. D'ailleurs, à un moment, sa voix craque. Elle part en saturation. Et les Stones ont gardé la prise parce que c'était trop fort, trop vrai. Petite fun fact, Mary Clayton a été appelée en pleine nuit. Elle est venue limite en pantoufles et elle a livré une des performances vocales les plus intenses de l'histoire du rock. Rien que ça. Musicalement, tout est tendu. La rythmique est lourde, presque militaire. La guitare glisse, menace. La basse rampe. C'est un morceau qui reste sous pression permanente. Comme une crise d'angoisse, mais mise en musique, quoi. Gimme Shelter, c'est l'ADN de cet album, je trouve. Un morceau qui dit le monde est violent, instable et on cherche tous un abri. Mais pas un abri physique. Un abri mental, émotionnel, musical. Et franchement, ouvrir l'album avec ça, c'est pas un choix anodin. C'est les Stones qui te regardent droit dans les yeux et qui te disent « Bienvenue, ici ça va parler vrai et ça va secouer. » Hey baby, what's in your eyes? I see them flashing like airplane lines. You'd fill my cup, baby, that's for sure. Alors, You Got the Silver, c'est un moment à part sur Let It Bleed. Déjà parce que, fait assez rare pour être souligné, c'est Keith qui prend le micro. Et pas pour faire le malin, pas pour jouer au frontman, juste pour être vrai, authentique. Sa voix est fragile, un peu fêlée, presque hésitante. On est très loin de l'arrogance de Jagger ou de la tension de Gimme Shelter. Ici, Keith chante comme il respire. C'est intime, c'est posé, c'est presque timide. Et c'est précisément ce qui rend le morceau aussi touchant, je trouve. Hey baby, Musicalement, You Got the Silver est profondément blues. Un blues lent, glissant, avec une guitare slide qui serpente tranquillement. Une rythmique souple, sans urgence. Rien ne force, tout est dans la sensation. On a l'impression d'être assis dans une pièce un peu enfumée, tard dans la nuit, pendant que quelqu'un joue pour lui-même, et on kiffe. Les paroles, elles aussi, sont d'une simplicité désarmante. Pas de grandes métaphores alambiquées. C'est une chanson d'amour, mais une chanson d'amour fatiguée, consciente de ses failles, de ses manques. Pas un amour idéalisé, plutôt un amour qui tient, parce qu'il reste quelque chose de précieux au milieu du bordel. Le silver, c'est pas l'or, c'est pas la perfection, c'est ce qui reste quand
tout le reste s'est un peu effrité. Et dans le contexte de l'album, ce morceau est essentiel, je trouve. C'est une respiration, une pause émotionnelle au milieu d'un disque tendu, sombre, parfois violent. Keith, en chantant lui-même, humanise encore un peu plus cet album. Il rappelle que derrière le chaos, la drogue, la peur, il reste des moments de douceur. Fragiles certes, mais réels, authentiques. Comme une confidence qu'on n'était pas censé entendre. Et qu'on est quand même super content d'avoir entendu, quoi. Yeah, I'm sitting in a bar, tipping a jar in Jackson. And on the street, the summer sun it shines. Alors, Country Honk, c'est un morceau un peu chelou dans la Bible. Parce que si tu tends bien l'oreille, bah tu le connais déjà. Bah ouais, si t'aimes les Stones. Ouais. C'est la version country cradingue de Honky Tonk Woman. Même chanson, même structure, mais ambiance totalement différente. C'est zinzin, quoi. Là où Honky Tonk Woman est taillé pour le faire jumper les foules, Country Honk ralentit le tempo, enlève le vernis rock'n'roll et te plonge direct dans un salon poussiéreux avec des bottes pleines de boue et une bière tiède ou un petit whisky à la main, quoi. Musicalement, les Stones s'amusent ici. Clairement, le violon prend une place centrale. Les guitares sont plus sèches, plus roots, et le groove est volontairement bancal. Ça swing, mais de travers, quoi. Comme un mec un peu trop bourré, qui danse mal dans le saloon et qui peine à rester debout. Quand je l'écoute, j'ai limite envie de me refaire Red Dead Redemption, quoi. Bah car ce morceau n'est pas censé être élégant, mais juste vivant. Ce morceau montre surtout un truc important. Les Stones, à cette époque, sont complètement amoureux de la musique américaine traditionnelle. Le blues, le country, le folk. Tout ça, c'est leur ADN. Et ce titre, c'est eux qui rendent hommage à cette culture, sans la lisser, sans la moderniser à outrance. Et pour finir sur ce titre, Country Honk, c'est pas le morceau le plus marquant de l'album, mais c'est un morceau révélateur. C'est pour ça que je t'en parle. Il montre le goût des Stones pour le décalage, pour le contre-pied et leur capacité à passer d'un style à l'autre sans jamais perdre leur identité. Un petit détour country, un peu bancal, un peu crade, mais parfaitement à sa place, je trouve, surtout dans ce disque qui refuse de choisir la facilité. I'm a flea bit being a monkey, and all my friends are junkies. That's not really true. I'm a cold Italian pizza. I could use a lemon squeezer. What'd you do? Monkey Man, c'est le retour de la crasse après notre petite parenthèse country. Un morceau tendu, nerveux, presque agressif qui sent la sueur, la rue et l'urgence, je trouve. Dès l'intro, t'as ce riff qui claque comme une sirène d'alarme. Qu'est-ce que j'aime ça, bordel! C'est sec, répétitif, obsédant. Pas de fioriture, juste une boucle qui te martèle le crâne pendant que tout le groupe avance en rang serré. Charlie Watts est implacable, droit devant, sans jamais relâcher la pression. Et quand Mick chante I'm a Monkey, c'est pas une blague, c'est une métaphore de l'homme réduit à l'instinct, à l'animalité, à la survie. Un monde où les repères moraux sautent, où la société régresse, et où chacun se retrouve à gratter pour sa propre peau. And I am just a monkey man. I'm glad you are monkey woman too. Encore une fois, on est en plein dans l'angoisse de la fin des 60s. Même la structure est brute, sans réel refrain accrocheur. C'est plus un bloc qu'une chanson classique. Et c'est justement ce qui fait sa force, je trouve. Monkey Man, c'est le morceau qui montre les Stones sans masque. Pas de glamour, pas de romantisme, juste une vision très sombre de l'être humain ramené à ses pulsions les plus primaires. Un morceau qui dit, quand tout s'écroule, bah on redevient des singes. Il te rappelle que le cœur de cet album, c'est pas la nostalgie ou le fun, non. C'est le chaos. Un morceau rugueux,
inconfortable, presque claustrophobe. Et c'est exactement pour ça que, selon moi, il est indispensable à cet album. Now you can't. That's right. But if you try sometime, you just might find too much today. True love. That's right, sister. Et pour finir, bien évidemment qu'on finit avec cette fin d'album magistrale. You Can't Always Get What You Want, c'est le morceau qui te prend par la main après le chaos, qui te regarde avec un demi-sourire fatigué et qui te dit « Bon, bah maintenant on va être honnête, hein. Parce que contrairement à Gimme Shelter qui ouvre l'album, qui t'agresse dès les premières secondes, ici tout commence dans le calme, presque religieux, presque solennel, comme si les Stones ouvraient une messe bizarre. Une cérémonie pour enterrer les illusions des 60s quoi. Et le message est limpide et pas cynique. Le titre dit tu n'obtiens pas toujours ce que tu veux. Mais la punchline finale ajoute mais parfois si tu t'accroches tu obtiens ce dont tu as besoin. Et ça c'est important parce que c'est pas un morceau nihiliste, c'est un morceau lucide. Mick Jagger y adopte une posture différente je trouve. Moins dans la provoque et l'arrogance, mais plus observateur. Car il y raconte des fragments de vie, des scènes, des désillusions, des tentatives ratées. C'est presque un carnet de route d'une génération qui commence à comprendre que le rêve promis, il était peut-être un peu trop beau pour être vrai quoi. To give my fair share of abuse. See you back on the beat of frustration. Musicalement, le morceau est une montée progressive. Il démarre doucement, presque folk, puis s'étoffe petit à petit. La rythmique s'installe, les guitares arrivent, le groove prend de l'ampleur, jusqu'à devenir ample, presque épique, sans jamais tomber dans le surjoué je trouve. Les Stones montrent ici qu'ils savent être grands sans être trop grandiloquents. Et ce qui est fort, c'est le contraste. Après un album aussi sombre, aussi tendu, aussi chargé en violence et en chaos, finir sur un morceau aussi posé, presque apaisé, c'est un choix fort je trouve. Comme si les Stones disaient « On a tout vu, tout vécu, maintenant on tire une conclusion ». Avec, on espère, un happy ending. Et ce morceau résume selon moi vraisemblablement une forme de sagesse rock'n'roll. Pas une morale, pas une leçon, juste un constat humain, simple, universel, qui traverse les générations. Et franchement, réussir à finir un album aussi noir sur une note aussi élégante et juste, c'est la marque des très grands quoi, des plus grands, les Stones quoi. My best friend, he shoots water rats and feeds them to their key. And don't you think there's a place for us in between the sheets? Come on now, baby, we can feel the home away. Allez, on y va pour les 5 petites anecdotes afin de te faire briller en société ou à l'apéro avec tes potes. Et on y va juste après que tu te sois abonné à la chaîne. La pochette est une œuvre culte faite par une future star culinaire. Le fameux gâteau bizarre empilé sur disque, pneus et autres objets du visuel, ce truc étrange là, a été créé par Delia Smith, qui deviendra plus tard une des cuisinières les plus célèbres de Grande-Bretagne à la télé quoi. Le cœur anglais, embarrassé par l'ambiance. Le grand et puissant London Backcore, qui ouvre You Can't Always Get What You Want, s'est ensuite un peu éloigné, jugeant l'ambiance du disque trop liée à la drogue et à l'ambiance rock extrême pour être associé à eux à long terme. Dommage les kikis. You Got the Silver, la première avec Richards au chant. Comme je te disais, You Got the Silver est le premier morceau des Stones à comporter Keith au chant solo principal. Un moment marquant dans l'évolution du groupe. Et pour notre plus grand plaisir, déjà qu'il aime beaucoup les Fender Telecaster, bon, c'est un peu un héros pour moi, je te fais pas un dessin.
Le disque mélange des styles comme dans une énorme pochette surprise quoi. On trouve de tout dans ce disque. Du gospel avec You Can't Always Get What You Want, du blues avec Love in Vain, de la country avec Country Hang du coup, du rock plus cru avec Live With Me. Bref, cet album possède une palette sonore ultra élargie de fou quoi. Loin d'un simple album rock. Le disque s'est fait dans un contexte d'angoisse mondiale. Mick Jagger lui-même a commenté plus tard que l'album reflète bien l'époque violente. Guerre du Vietnam, violence urbaine, tout ça quoi. Et ça donne au disque cette teinte noire et tendue constante que j'aime tant quoi. Merci les Stones! Et voilà, notre retour sur ce merveilleux album qu'est Let It Bleed, c'est fini! Et pour terminer cette vidéo, je souhaitais te dire que pour moi, c'est un disque qui ne cherche jamais à rassurer. Il ne promet rien, il observe, il encaisse, et il décrit le monde tel qu'il est à la fin des années 60. Violent, désabusé, fissuré de partout. Enfin, du moins, c'est ce que j'en comprends, avec les moult interviews d'eux, quoi. Car comme tu peux le voir, à la fin des années 60, j'étais pas là. Mais j'essaie, et j'ai l'impression de comprendre un petit peu cette période. Car sur cet album, tout est en tension permanente. Les relations dans le groupe, l'époque, les textes, la musique. Brian Jones disparaît. Mick Taylor arrive, Keith Richards prend une place centrale, et Mick Jagger devient définitivement une voix, presque un narrateur cynique, lucide, parfois cruel de son temps, quoi. Enfin, ce disque marque un basculement. Les Stones ne sont plus juste un groupe de rock provoquant et sexy. Ils deviennent les chroniqueurs sombres de leur génération, je trouve. Ceux qui osent dire que le monde va mal, mais que la musique peut encore servir d'abri. Même fragile, même temporaire. Et c'est peut-être ça le message final de Let It Bleed. Tout ne va pas s'arranger. Tu n'auras pas toujours ce que tu veux, mais tu peux encore trouver de la beauté dans tout ce chaos. Et cette beauté, elle vient de la musique. C'est kiki, mais bordel que j'aime me dire que cette conclusion est vraie, quoi. Car cet album est pour moi l'un des plus beaux albums en rock de tous les temps. Merci à toi en tout cas d'avoir partagé ces quelques minutes avec moi et moment youtubeur forceur. N'hésite pas à lâcher ton petit like si t'as kiffé, à me dire en commentaire ce que toi tu penses de ce magnifique album. Et surtout, abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes avec des albums qui ont bouleversé mon petit cœur de mélomane ou de petit fragile. On verra bien suivant l'épisode. Et viens donc sur Insta pour deviner quel sera l'album du jour les mercredis soirs. Ma mini commu est assez forte car elle trouve quasi toujours. En fait, elle est trop forte. Est-ce que mes indices sont trop simples? Peut-être. Mais au moins je réponds à tout le monde avec une super photo de moi à chaque fois. Allez viens, on est bien. En tout cas, nous on se retrouve très vite avec un nouvel album ou des hits mémorables. Et en attendant, tout plein d'avance en toi et à tout bientôt. Ricky, tes couilles. Oh, ouais c'est bon. Moi aussi j'aimerais pouvoir faire ça. Hein